Je sais que vous attendiez avec impatience Thierry Messant. On avait annoncé cette interview avec l'offensive à Rafah. Thierry, alors je vais encore me faire engueuler par les lecteurs parce que je veux dire qu'on est pressé. Je suis arrivé en retard. Je dois interviewer Jacques Millard ensuite. Donc il faut que je tienne mes délais. Je vais me faire haïr, je sais, j'en suis désolé. Mais Thierry, Rafah. Oui, alors, depuis 15 jours, les États-Unis et Israël se battent à tous les niveaux et dans plein d'endroits différents. En fait, il y a eu des événements nouveaux qui sont intervenus. Le premier, celui que tout le monde a vu, ce sont les massacres lors des distributions de nourriture à Gaza. Et il faut bien comprendre que c'est tout sauf un accident, puisque Samantha Power, la directrice de l'USAID, avait dit auparavant qu'elle s'étonnait du fait que ces massacres n'arrivaient qu'en présence des soldats israéliens. Quand il n'y a pas de soldats israéliens, personne n'est piétiné, il n'y a aucun massacre. Bon, donc Israël jouait l'épreuve de force. Et d'un côté, les États-Unis ont organisé toutes sortes de négociations à Paris, au Caire, pour arriver à une solution, tout en se disant au Conseil de sécurité opposé à un cessez-le-feu. Ils ont changé d'avis hier soir, mais jusqu'à hier soir, ils étaient opposés au cessez-le-feu. Ils ont utilisé leur veto contre un cessez-le-feu. Et puis, les extrémistes, les suprémacistes juifs ont commencé à coloniser Gaza. Ils sont rentrés dans Gaza, ils ont construit symboliquement deux habitations en bois. Bon. Mais c'était pour montrer, voilà, on prend possession de Gaza. En même temps, l'armée israélienne a complètement rasé, il n'y a plus pierre sur pierre, sur 40 km², c'est une bande à la frontière entre Gaza et Israël, sur 1 km de large, ils ont tout rasé. Donc ça s'est annoncé comme étant une zone tampon en territoire palestinien, pour protéger Israël des attaques du Hamas, qu'ils disent détruire, mais quand même il faut les protéger. Et simultanément, l'armée israélienne a construit une route, alors elle n'est pas tout à fait terminée, mais une route qui sépare la bande de Gaza en deux, pour être certain que lorsque si l'armée israélienne attaque Rafah, les Gazaouis n'auront pas la possibilité de remonter vers le nord, vers la ville de Gaza, mais seront contraints de sortir de leur territoire pour se réfugier dans l'espace qui est aménagé pour 1 million de personnes dans le Sinaï égyptien. Voilà, donc vraiment ça se... On en est où de cet aménagement? Je ne sais pas où on en est. Il n'y a pas de nouvelles qui sortent de ça. On voit des images, des travaux de terrassement, tout ça, mais je ne sais pas si on a commencé à installer des toilettes, des tentes, je ne sais pas. En tout cas, derrière tout ça, il y a un affrontement terrible au sein même des États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, il y a dans l'administration Biden un très fort lobby pro-Netanyahou, pour les extrémistes juifs, pour les suprémacistes juifs. Et hier soir, tout ça a été pulvérisé.
il s'est passé quoi alors hier soir? Parce que nous sommes mercredi, donc mardi soir. Alors bien sûr, on ne vous l'a pas dit ici, mais Madame Victoria Nuland, nous l'avons écrit. Alors une femme très importante au département d'État. C'est elle qui a organisé le renversement du président élu en Ukraine et l'installation de 2 présidents. C'est Madame Maïdan. C'est Madame Maïdan et c'est elle qui a installé Zelensky actuellement au pouvoir. Hein. Mais enfin, je ne sais pas quel rôle elle a joué, mais elle est très proche. Elle travaille depuis, depuis toujours, avec les gens qui ont installé la nouvelle équipe de Netanyahou en Israël. Elle est très proche des néoconservateurs. C'est une Straussienne. Elle est la femme de Robert Kaplan, qui était le président du Project for New American Century, le think tank qui avait annoncé les attentats du 11 septembre. Alors je fais une incise pour les lecteurs. Strauss, dont tu viens de parler à travers les Straussiens, est considéré comme le fondateur intellectuel du mouvement néoconservateur, avec ce fameux Kaplan, qui sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont théorisé le mondialisme et le suprémacisme juif. Alors Strauss lui-même, c'est un disciple de Jabotinsky, donc de la lignée des fascistes juifs, des fascistes historiques. Jabotinsky était un fasciste allié à Mussolini, contre les Britanniques, tout ça. Donc Jabotinsky, quand il est arrivé aux États-Unis, tout au début, il a rencontré Léo Strauss. Ce sont vraiment qui habitaient à Chicago à l'époque. Universitaire. Professeur de philosophie à l'université de Chicago. Et il a fait beaucoup d'études sur la philosophie judaïque, le judaïsme. Oui. Alors il a des théories absolument invraisemblables, mais des théories qui sont enseignées dans les universités comme étant, j'allais dire, parole d'évangile. Ce sera intéressant d'ailleurs de faire un jour un épisode sur Strauss, parce que c'est probablement l'un des chaînons manquants dans l'histoire d'évolution, si j'ose dire. Oui, dans l'histoire du fascisme occidental qui ne s'est jamais arrêté avec la guerre mondiale, mais s'est toujours poursuivi, avec les Straussiens d'une part, avec Jabotinsky, Stern et jusqu'à Netanyahou d'autre part. Donc, Victoria Nuland, qu'a-t-elle fait hier? Qu'a-t-elle annoncé? Elle a brutalement annoncé qu'elle prenait sa retraite avec effet immédiat, c'est-à-dire à la porte. Voilà, donc elle a été jetée comme une malpropre. Bon, encore une fois, c'est pas la version officielle, mais c'est ce que tout le monde peut constater. Alors, on ne sait pas si elle a démissionné ou si elle a été virée, en réalité. Enfin, démissionné avec... elle a démissionné avec effet immédiat, quand même, c'est... Quand vous prenez votre retraite, vous le prévoyez un peu à l'avance, hein, d'habitude. Bon, elle, c'est comme ça. Donc... Comment il faut interpréter ça? Parce qu'en fait, il y a plusieurs théories sur... alors, c'est très neuf, c'est très récent, on ne sait pas encore tout. On attend des révélations. Et comment on peut interpréter cette éviction de dernière minute d'une des figures du néoconservatisme américain? J'interprète ça comme l'échec de Benjamin Netanyahou et de Volodymyr Zelensky, les deux en même temps. Et je pense que immédiatement ça s'est traduit dans les actes, puisque les États-Unis ont tout d'un coup demandé un cessez-le-feu à Gaza, et que certainement dans les prochains jours ils vont proposer une nouvelle élection présidentielle en Ukraine et de remplacer Zelensky. Alors, comme toi, je lis la presse libanaise, qui est très bien faite, ça nous manque. L'Orient, le jour donc de Beyrouth, disait ce matin le Liban ne sera pas concerné par l'accord de cessez-le-feu qui est en préparation. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie d'abord pour les Libanais que le projet
des extrémistes juifs ne va pas s'arrêter avec un cessez-le-feu à Gaza. Et ça signifie que les ennuis concernant l'exploitation du gaz offshore ne font que commencer. C'est-à-dire ? Il y a un accord entre Israël et le Liban pour l'exploitation des gisements offshore. Mais au moment où il y a eu cet accord, on avait une vision différente de celle qu'on a quelques mois après, c'est-à-dire aujourd'hui. Parce qu'on pensait que c'était un grand champ gazier qui était à cheval sur les deux territoires. Et en fait, on apprend aujourd'hui que la séparation qui a été convenue entre le Liban et Israël est tout à fait au désavantage du Liban, puisqu'on lui a donné une partie où en fait c'est pas exploitable. Alors il est trop tard pour le Liban pour remettre en cause cet accord, à moins qu'il prouve évidemment que les Israéliens avaient connaissance des réalités de ce gisement. Et les compagnies pétrolières qui ont négocié ça se sont retirées, dont Total se sont retirées. Parce qu'on sent bien qu'il y a un problème qu'elles ont elles-mêmes découvert. Ce que tu nous dis, si j'en fais le résumé, c'est que, il va y avoir un cessez-le-feu à Gaza. 2, que ce cessez-le-feu ne concernera pas le Liban. Ah oui, absolument. Je lisais, je crois que c'est dans la presse anglo-saxonne que tu lis aussi, on considère que l'armée israélienne elle-même considère qu'elle ne gagnera pas la guerre contre le Hamas. Je simplifie, mais ça signifiait qu'au bout de 4 mois de combat, il y a toujours une capacité opérationnelle du Hamas, et que l'armée israélienne n'imagine pas, dans les mois qui viennent, éradiquer le Hamas et vaincre militairement. Est-ce que tu confirmes cette analyse, et qu'est-ce que ça signifie dans la stratégie israélienne? C'est-à-dire, est-ce que le cessez-le-feu prévisible à Gaza est la reconnaissance d'un échec militaire? Alors, il faut se rendre compte que si Benjamin Netanyahou recule pour admettre un cessez-le-feu, c'est qu'il n'aura pas le choix. Et pour qu'il n'ait pas le choix, les États-Unis ont invité Benny Gantz chez eux. Donc ça, c'est la deuxième personnalité du gouvernement qui est l'opposition, qui est en fait un homme de l'opposition, qui est rentré à l'occasion de cette guerre au gouvernement, parce qu'on disait qu'on allait faire un gouvernement d'union nationale. Lui est rentré, mais Yair Lapid a refusé de rentrer. Donc lui est rentré dans ce gouvernement, et maintenant il est allé à Washington, et en rentrant, il passe par Londres. C'est-à-dire qu'il va voir les deux puissances tutélaires d'Israël, puisque ce sont les Britanniques qui ont créé l'État d'Israël, et les États-Unis qui le portent à bout de bras. Donc il va voir les deux chefs, et il leur dit aidez-moi à renverser Netanyahou. C'est ça le sujet de la discussion, même si publiquement on dit que les discussions ont lieu sur d'autres sujets. Si Netanyahou refuse d'obtempérer, il sera éjecté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les États-Unis ont les moyens d'imposer ça aujourd'hui? Moi, il y a 15 jours, je disais qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais, je disais que j'en savais rien, que c'était voilà. Mais là, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et que les États-Unis ont décidé qu'il y aura un cessez-le-feu, il faudra qu'il y ait un cessez-le-feu. Et Netanyahou, il y a 15 jours, disait « Nous allons interdire aux musulmans de célébrer le ramadan dans la mosquée d'Al-Quds ».
Donc, Al-Quds est le nom arabe de Jérusalem. De Jérusalem, donc la sacrée. Voilà. Et donc c'est la mosquée qui est la mosquée Al-Aqsa, qui est sur l'esplanade. Oui. Et là aujourd'hui, eh bien, il dit en fait on va les autoriser la première semaine et on va voir si on reconduit ou pas. Bon. On voit qu'il a commencé à rétropédaler. Est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion que Netanyahou est en train de faire une retraite en bon ordre par rapport à l'épreuve de force qu'il a engagée avec l'Occident en général, les États-Unis en particulier? Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas s'affronter aux États-Unis. Et il faut comprendre, hein, si Israël n'est plus protégé par les États-Unis, Israël perdra face au Hamas et au Hezbollah, ça ne fait aucun doute. Cet État ne tient que parce qu'il y a de l'armement des États-Unis qui arrive en permanence. Il y a 2 jours, un des porte-parole du Hamas a donné une conférence de presse à Beyrouth et il a dit « Nous demandons aux États-Unis d'arrêter leur livraison d'armes à Israël ». Bon, il dit publiquement ce qui se débat en secret. Si les États-Unis arrêtent, c'est fini pour Israël. Si je veux dire des choses très provocatrices, mais je pense que c'est bien qu'on ait ce débat au-delà du commentaire d'actualité. Moi j'entends beaucoup dire, mais ce sont des mauvaises langues qui le disent, que nous assistons à la fin du siècle juif. C'est-à-dire que, expression un peu provocatrice, mais qui signifie qu'il y a eu d'une certaine façon une très forte influence du sionisme et du judaïsme depuis 1920. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire au fond cette première guerre perdue par Israël sur son sol, face à des milices, face à des guérillas, est-ce que c'est une date symbolique du reflux du siècle juif? Alors moi je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'il y ait eu un siècle juif. Je pense que ce à quoi nous avons assisté, c'est la permanence du fascisme au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. Et que comme nous sommes aveugles, nous n'avons pas remarqué que ce fascisme était poursuivi par plusieurs groupes, les Straussiens aux États-Unis, mais les gens de Jabotinsky à Netanyahou en Israël. Nous n'avons pas vu ça. Nous pensions que les Juifs étaient un peuple à part. Non, ce sont des gens comme tout le monde. Et il y a des fascistes chez eux comme il y en a dans tous les pays. Et comme nous avons refusé de le voir, c'est allé jusqu'à ce que ces gens se retrouvent au pouvoir. Dans sa première version, Netanyahou n'était pas entouré de fascistes. Mais là, depuis plusieurs mois, il s'est entouré de gens qui se réclament publiquement de ce passé fasciste. D'un suprémacisme. Il ne se réclame pas d'Adolf Hitler. Non, mais le fascisme et Hitler, c'est 2 choses différentes. Il y a eu très peu de juifs nazis. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu très peu. Il y a un banquier qui a été nommé arien d'honneur par Adolf Hitler. Bon, mais ce sont vraiment des exceptions. Par contre, il y a eu un mouvement fasciste parmi les juifs en Ukraine. Et ce mouvement... Les bandéristes. Oui, alors c'était pas les bandéristes, c'était les gens de Jabotinsky qui s'étaient associés avec les bandéristes, mais qui après sont venus enfin ils ont été dans toute l'Europe, aux États-Unis et en Israël. Mais je ne sais pas pourquoi c'est impossible aujourd'hui aux gens de concevoir qu'il puisse y avoir certains juifs qui aient été fascistes. Mais nous, en France, nous savons bien qu'il y avait des Français qui étaient fascistes. Pourquoi il n'y en aurait pas parmi les juifs? Alors ce qui rend la chose... par exemple, nous étions incapables, après la Deuxième Guerre mondiale, de dire que des juifs pouvaient commettre des crimes. Par exemple, est-ce que des juifs peuvent torturer? Bon, mais là, nous voyons
aujourd'hui en Israël, les gens qu'on a déshabillés pour les emmener se faire interroger, c'était pas pour les interroger normalement. Hein. Bon. Et vous avez l'UNRWA qui est en train de préparer un rapport sur ces tortures qui sont faites par des unités très particulières de l'armée israélienne. Ça n'est pas du tout tous les Israéliens, c'est certaines personnes précises qui font ça. Mais c'est structuré, c'est organisé. Et si vous remontez dans l'histoire, moi, la première fois que j'étais en Iran, on m'a dit la SAVAK, vous savez, c'était la terrible police politique du Shah d'Iran. On disait que c'était la pire dans les années 70, que c'était le pire régime au monde, on disait. Bon. Eh bien, cette police politique, on me disait, elle a été organisée par les gens d'Yitzhak Shamir. Moi, je n'y croyais pas quand on me l'a dit, mais après, j'ai trouvé dans le Washington Post, il y a un article qui raconte ça. Bon. Mais voilà, nous étions aveugles. Alors maintenant, c'est sous nos yeux, là, il faut quand même réagir. Et aux États-Unis, je pense que c'est le même phénomène qui a lieu. Il y a eu des démissions en masse au département d'État de hauts fonctionnaires juifs et musulmans. Les uns et les autres sont horrifiés par ce qu'ils voient à Gaza. Pourquoi juifs et musulmans? Parce qu'il y a les juifs qui réagissent par rapport aux horreurs des suprémacistes juifs, de Smotrich, de Ben Grieve, de Netanyahou, et il y a les musulmans qui réagissent face aux horreurs des frères musulmans et du Hamas. Donc les uns et les autres se rendent compte qu'ils sont piégés, qu'ils ne peuvent pas raisonner en fonction de leur appartenance. S'ils veulent raisonner en tant qu'être humain, ils doivent se rejeter tout ça. Et c'est ce qu'ils font. Donc, le gouvernement de Joe Biden a résisté à ça le plus longtemps possible. C'est quand même ce gouvernement qui, pendant plusieurs mois, a soutenu que le massacre des Gazaouis, c'était Israël qui se défendait. Bon, mais maintenant, personne ne peut tenir ce discours sérieusement. C'est un massacre, point final. Ça n'a aucun rapport avec le fait de défendre Israël. Et au contraire, c'est en train de mettre en cause l'État d'Israël. Ce que dit d'ailleurs Jacques Attali. C'est la position de Jacques Attali. C'est la politique de Netanyahou est l'ennemi des intérêts israéliens. Oui. C'est Netanyahou qui est antisémite. Ce ne sont pas les Gazaouis, c'est lui qui est antisémite, c'est lui qui porte tort aux Juifs. Alors, il faut se rendre compte que pendant qu'il y a cette explosion-là qui se passe aux États-Unis et la déflagration qui est en train de se répercuter dans le monde entier, en même temps, toutes les factions de la résistance palestinienne se sont réunis à Moscou. Il y avait 60 groupes représentés à Moscou. Ça n'est jamais arrivé depuis la création de l'OLP. Quelle est la stratégie de Poutine dans cette affaire? Alors, lui dit qu'il faut d'abord reconstituer l'unité de la résistance palestinienne. Et au cours de cette réunion, pour la première fois, les représentants du Hamas ont dit qu'ils étaient prêts à rentrer dans l'OLP. Donc ça, c'est quelque chose de... Il faut se rendre compte, c'est quelque chose de faramineux, puisque ça veut dire que le Hamas est prêt à reconnaître l'État d'Israël. Mais s'ils rentraient tous au sein de l'OLP, il serait impossible de continuer à refuser un État palestinien. Alors évidemment, les extrémistes juifs voudraient encore qu'il y ait 2 États. Mais je vous rappelle que le projet des Nations Unies, ça n'est pas 2 États, c'est un seul État binational, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un État fédéral, en fait, qu'il faudrait constituer. Ce qui était dans la Ligue, dans la charte de l'OLP, oui.
qui a été jugé comme terroriste officiellement, notamment par la France. Disons-le, ce qui nous met en difficulté pour le redire, puisque au fond, nous pourrions sur cette chaîne être accusés d'apologie du terrorisme en défendant cette stratégie qui fait partie de la charte de l'OLP de oui, 1967. Mais c'est quand même la résolution du plan de partage de la Palestine par les Nations Unies. C'est ça dont il s'agit. Alors, comme je suis désagréable, je vais devoir te presser. Je voulais ton commentaire sur deux questions. Nikki Haley va se retirer de la course à la présidence aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est à peu près dans la configuration Trump contre Biden et on est à peu près sûr que Trump va gagner, sauf événement imprévu. Qu'est-ce que cette échéance change dans la stratégie qui est menée par les États-Unis en ce moment en Palestine et à Gaza? Alors d'abord, ça change pour l'équipe de Biden qu'ils sont forcés tout de suite de virer Netanyahou. Parce que dans les pays anglo-saxons, alors très peu en France les gens ne réagissent pas. Bon, quand vous discutez avec les gens, ils sont tous horrifiés par ce qui se passe à Gaza, mais après tout, la politique étrangère, on s'en mêle pas. Bon. Mais dans tous les États anglo-saxons, c'est un mouvement de fond contre ce massacre. Et ce mouvement est en train de tout renverser. Vous avez vu, il y a eu des élections partielles en Grande-Bretagne avec l'élection de George Galloway. Bon, Galloway, il est pro-arabe depuis très longtemps. La fameuse élection de Rochdale. Oui, alors c'est une ville à majorité musulmane. Et dans ses affiches, il avait mis « Les Gazaouis ne votent pas, vous pouvez voter ». Ce qui lui a valu une belle campagne de dénigrement pour son islamo-gauchisme. D'accord, mais ce qui lui a valu d'être élu. Bon. Parce que les gens comprennent que ça n'est pas le Premier ministre Rishi Sunak qui va défendre les gens qu'on massacre à Gaza, mais que au moins George Galloway, à la Chambre des communes, fera entendre cette voix-là. Voilà. Alors, en dehors de ce revirement complet du groupe de Biden sur cette question, ce que ça change, c'est que, en fait, personne ne sait ce que va faire Donald Trump. Hein. Mais s'il arrive au pouvoir, il est clair qu'il va traiter avec d'autres gens qu'avec Netanyahou. Et ça ne peut être que le groupe de Yair Lapid et de Benny Gantz. Donc, dans ce cas, on se dirige vers une solution de la question israélo-palestinienne. Et en fait, on se dirige... Alors, Trump a essayé d'amener une solution économique à un problème politique. Il a accompli certaines choses, les accords d'Abraham, mais alors il peut continuer dans cette ligne. Mais on voit bien que les accords d'Abraham, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, mais quelque part, ça ne résout pas le fond du problème. Ça saute au-dessus du problème plutôt que ça ne le résout. Donc, est-ce qu'il va revenir à la résolution initiale des Nations Unies, ou est-ce qu'il va persévérer sur cette voie des accords d'Abraham? Personne ne peut le dire. Deuxième commentaire d'actualité que je souhaitais avoir, l'Égypte a annoncé la condamnation à mort aujourd'hui de plusieurs frères musulmans, y compris le leader des frères musulmans. Comment tu interprètes cette annonce et cette condamnation qui est très dure? Je pense que pour l'Égypte, la lutte contre la confrérie des frères musulmans, c'est une question existentielle. Alors, je ne dis pas qu'il faille condamner à mort ces gens-là, je ne dis pas ça. Mais dans l'histoire et la mentalité égyptienne, ils n'ont pas d'autre manière d'envisager cette lutte. Il faut quand même se rendre compte que
Mohamed Morsi n'est pas arrivé par les urnes au pouvoir. On a prétendu en Europe et on continue à prétendre qu'il avait été élu. Ça n'est pas du tout le cas. Les frères musulmans avaient fait un chantage sur chaque membre de la commission électorale et leur famille jusqu'à ce qu'ils décrètent, enfin qu'ils publient un communiqué disant qu'il était élu. Et leur communiqué, à le lire, c'est terrifiant. Hein. Ils disent on proclame l'élection de ce monsieur pour éviter qu'il y ait un bain de sang. Enfin, c'est vous imaginez une commission électorale qui s'exprime comme ça. Oui, ça ressemble à la France. Et, ça ressemble à la commission des comptes de campagne. Bon, donc, et quand il était au pouvoir, Mohamed Morsi a commis toutes sortes d'exactions abominables. Donc, pour eux, il n'y a pas le choix. Et dans les derniers jours, ils ont mené des opérations au plan international pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de conséquences à cette décision de condamnation des dirigeants des frères musulmans. Vous savez qu'ils ont reçu le général Al-Burhan, le Soudanais. Et pourquoi ils l'ont reçu? Parce qu'Al-Burhan, tout le monde sait qu'il est très proche, sinon membre des frères musulmans. Et donc Al-Burhan a essayé de les rassurer. Non, non, je ne suis pas membre de la confrérie. Bon, j'ai rencontré certains membres oui, qui sont très importants, mais je n'ai pas de rapport avec ces gens-là. Bon, ils n'étaient pas du tout rassurés. Hein. Soit dit en passant, au Soudan, vous avez une crise humanitaire qui est pire qu'à Gaza. Hein. Il y a plus de morts par la faim au Soudan qu'il n'y en a à Gaza. Hein. Bon. Mais les frères musulmans, c'est toujours un choc pour tout le monde. Et il y a un mois, le président Al-Sisi en Égypte a reçu son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Et lorsqu'Erdogan est rentré en Turquie, donc c'était il y a 15 jours, 3 semaines, la première chose qu'il a faite, ça a été de retirer la nationalité turque au guide suprême des frères musulmans. C'est lui qui lui avait donné. Là, il lui a retiré. Donc, tout le monde doit se rendre compte que les frères musulmans n'ont non seulement aucun rapport avec l'islam, mais qu'ils n'ont aucun rapport avec la cause arabe. Les frères musulmans, c'est juste un instrument du Royaume-Uni. Ça n'est rien d'autre. Donc, il n'y a aujourd'hui le seul allié notable des frères musulmans, en dehors d'Al-Burhan au Soudan, c'est l'émir du Qatar. Tous les autres États se sont retirés de ça. Tout le monde. Bon, je suis obligé d'interrompre parce que je vais me faire engueuler par Jacques Millard. Il est plus dur que toi, je le crains plus que toi. On se félicite de ce cessez-le-feu à Gaza. Oui, il n'est pas encore décrété, mais bon... S'il a lieu, on s'en félicitera. Dis-nous 2 mots de la newsletter que tu produis chaque semaine. Comment on peut s'y abonner? Parce qu'on ne fait jamais ta pub. Alors, vous allez sur mon site, la voltairenet.org, et vous trouverez dans les brèves sur le site, chaque fois il y a l'éditorial du bulletin qui est publié. À la fin, vous avez de quoi vous abonner. Voilà. Et donc, c'est combien? Alors, c'est 15 € par mois ou 150 € par an. C'est à peine plus cher que le courrier. Surtout quand on aura augmenté nos tarifs, on sera presque au tien. Oui, mais la différence, c'est que... C'est que toi, il y a du contenu. Ah bah bravo. Ah ça, c'est habile. Ah bah ça, vraiment, bravo. Non, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup... C'est un contenu que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est une newsletter sur les questions internationales. Sur les questions internationales, que de la politique internationale, et c'est absolument introuvable ailleurs. Bon. Dans 15 jours, Thierry. Dans 15 jours.